Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, bienvenue dans Dialogue Citoyen. Nous sommes ensemble pendant 1h30, 9 citoyens, 6 élus pour échanger et confronter leur point de vue sur ce plateau. Le thème que nous avons choisi pour la toute première émission de l'année, c'est la famille, ou plutôt les familles, car le vote de la loi bioéthique à l'Assemblée le montre, il n'y a plus en France un seul modèle, mais plusieurs sortes de familles. C'est donc l'occasion de se pencher sur tous ces foyers d'un nouveau genre et sur leurs difficultés au quotidien. La loi française est-elle encore suffisante pour les accompagner, pour les protéger? Doit-elle s'adapter aux nouvelles contraintes de foyers de plus en plus divers? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Dialogue citoyen, c'est aussi sur les réseaux sociaux que cela se passe. Hashtag Dialogue citoyen sur Twitter. L'émission est diffusée sur les pages Facebook et Twitter de Public Sénat, mais aussi sur la chaîne Acropolis diffusée sur Twitch. Et c'est vous, Jean Massier, qui nous ferez un point sur toutes les réactions en ligne. Absolument Rebecca, toute la soirée je vous ferai remonter ce que disent les gens dans le chat d'Acropolis sur Twitch. Merci, à tout à l'heure Jean. Sachez enfin que ce programme est disponible pour les sourds et malentendants. Je vous présente tout de suite nos invités de cette première partie. Cécile Anger, bienvenue. Avec votre mari et pour des raisons médicales, vous avez eu recours à une GPA en Floride. Vous y avez trouvé de l'écoute, beaucoup de bienveillance. Vous nous direz si vous êtes pour la GPA pour tout le monde et si le modèle américain est un modèle à suivre. Domiti Adrians, bienvenue à vous également. Vous êtes aussi mère de famille. Vous avez 3 enfants, 3 filles. Vous représentez un peu ce qu'on appelle la famille dite traditionnelle. Vous ne souhaitez pas, a priori, que la loi autorise la PMA et la GPA, mais votre mari, qui est belge, a un autre point de vue. Ce sera intéressant d'entendre votre réflexion sur le sujet. Maëlys Oisé, bienvenue. Avec votre compagne Céline, vous avez eu recours à une PMA en Belgique. Votre enfant a aujourd'hui 3 ans. Et vous avez un rapport assez intéressant à la religion, puisque vous vous êtes fait débaptiser, mais vous avez choisi de scolariser votre fils dans un établissement privé catholique. Et là aussi, ce sera intéressant de savoir comment ça s'est passé. Face à vous, deux sénateurs et sénatrices. Laurence Cohen, bienvenue. Vous êtes sénatrice communiste du Val-de-Marne, vice-présidente de la Commission des affaires sociales et également vice-présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Olivier Paccaud, bienvenue à vous également. Vous êtes sénateur apparenté LR de l'Oise et membre de la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Avant de lancer ce dialogue, découvrons tout de suite en images votre histoire, Cécile Anger. Vous avez eu recours à la GPA. Ça n'a pas été un processus très simple au début, mais l'accueil et l'encadrement américain vous ont séduite. Vous avez même créé un lien très fort avec la femme qui a porté votre enfant. Samia Dechir vous a suivi en Bretagne, où vous habitez. On regarde. C'est pas papa qui t'amène alors demain? Non, c'est maman. Je peux la déposer à 8h, j'ai demandé à Lucette. Alors, je ne pouvais pas avoir d'enfant parce que je suis née sans utérus. T'as montré à papa pour tes étoiles? Notre gestatrice s'appelle Kayla. Ce qu'elle a fait, on ne l'oubliera jamais. Parce que c'est un don qu'elle nous a fait. De toute façon, c'est une personne qui est d'une générosité à toute épreuve. Quand elle nous a annoncé la naissance, donc elle nous a dit directement « nous sommes enceintes ». Gagné. Ah non! J'ai pas porté Océane, mais quand elle est arrivée parmi nous, donc quand on a commencé à s'occuper d'elle, je pense que j'ai eu la même chose que toute maman, c'est-à-dire que je sais pas, 5 minutes avant qu'elle se réveille pour le biberon, on était réveillés. De ne pas avoir porté l'enfant, ça, pour moi, ça n'a rien changé. Je pense même qu'il y a des mamans qui ont porté leur enfant qui ont sûrement moins d'amour que ce que nous, on a. Ce que j'ai là, c'est déjà magnifique, mais alors, la deuxième chose la plus magnifique, c'est qu'on va lui donner un petit frère et une petite sœur, et ça, c'est encore plus magnifique. Par GPA. Par GPA. Voilà, Cécile Anger, on vient de vous découvrir dans ce reportage. On va en savoir peut-être un peu plus avec vous. Donc ça a été une expérience compliquée, on peut le dire, mais plutôt heureuse. Est-ce que pour autant, vous seriez pour la GPA pour tout le monde ? Alors, l'expérience, oui, ça a été oui, plus ou moins compliqué. Après, la GPA pour tout le monde, je pense que la France, pour moi, elle n'est pas prête pour l'instant à légaliser la GPA, comme ce que Mais elle devrait l'être ? Sûrement, puisque je pense que c'est une des solutions à la fertilité utérine. Moi, j'attends qu'on me propose autre chose comme solution. Après, nous, ce qu'on a vécu aux États-Unis, je pense que c'est un bon modèle. C'est un modèle respectueux de chacun. C'est un modèle qui met en avant l'humain. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faudrait retranscrire. Parler d'une GPA éthique, hein, oui, c'est ça. Une Qu'est-ce GPA que ça éthique. veut dire une GPA éthique? Une GPA éthique, pour moi, c'est où les deux parties sont complètement d'accord de s'entraider.
Ouais. Il faut savoir que notre gestatrice, Kayla, est complètement investie dans son église. Elle a un don de soi qui est énorme. Quand on l'a rencontrée, déjà c'est elle qui nous a choisis, c'est pas nous qui l'avons choisie, c'est sa famille qui nous a choisis, c'est ses enfants, c'est son mari, c'est sa maman, sa belle-mère. Et quand on se choisit après, quand on s'est choisi, elle était encore famille d'accueil, elle voulait adopter. Donc pour moi, c'est une personne qui a un don de soi. Donc énorme. une expérience, on l'a bien compris, qui était vraiment réussie. Très réussie. Peut-être une première réaction, Olivier Paco, est-ce que ça vous fait réfléchir d'entendre le témoignage de Céline Anger? Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est intéressant d'entendre un témoignage relatif à la GPA qui ne concerne pas une GPA pour couple homosexuel masculin. Pourquoi? Parce que justement, je pense que pour beaucoup de personnes, la GPA, c'était uniquement ça. Et donc, votre cas, qui ne doit pas être si courant que ça, est un très bel exemple pour ouvrir effectivement le débat sur le pourquoi pas une GPA encadrée. Tout à fait, encadrée. Moi, j'ai entendu avec intérêt aussi le fait qu'il y avait presque une notion religieuse dans l'acte de Kayla, c'est ça, la maman, oui. Hein, puisque vous avez parlé d'église. Alors, ça nous ramène à une réflexion sur qu'est-ce que l'homme, en fait. Et la problématique de la PMA ou de la GPA, c'est quelle est notre conception de la vie? Quelle est notre conception de l'homme? Et donc, effectivement, votre exemple, il peut en désarçonner plus d'un. Sûrement. Ça en a désarçonné plus d'un dans notre entourage. C'est-à-dire, quelles ont été les réactions autour de vous? Beaucoup de notre famille nous ont dit, en tout cas, qu'ils n'étaient pas forcément pour la GPA. Après, ils savent, parce que moi je le sais depuis 12 ans que j'ai pas d'utérus. Forcément, quand on n'a pas d'utérus, la première chose qu'on vous dit, vous irez voir l'adoption, hein, ça ira 2 fois plus vite. Non, ça va pas 2 fois plus vite, et de toute façon... Parce que l'adoption, en fait, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Vous étiez renseigné? On a eu l'agrément, c'est-à-dire que voilà, la GPA n'était pas une évidence pour nous, puisque c'est pas quelque chose qui est légal en France, donc ça vient pas tout de suite en idée. Et l'adoption, après, on a eu l'agrément, on nous a dit, vous êtes jeune, donc on avait 28 ans. Je pense que des gens à 28 ans ont déjà peut-être... Ma sœur avait déjà 2 enfants. Ouais. Vous avez le temps. Et je la regarde, j'en ai le temps jusqu'à quand? Vous pouvez commencer à 35 ans, mais après faites attention parce qu'après 40, c'est pas facile. Alors, Domiti Adrians, vous avez 3 enfants et vous considérez qu'il faut un père et une mère. Alors, vous ne jugez pas les familles qui procèdent à d'autres techniques pour avoir des enfants, mais vous considérez que la loi n'a pas à légitimer ou même à autoriser ces situations en amont de la conception. C'est bien cela votre point de vue, et pourquoi? Alors, beaucoup de questions. Je pense que mon point de vue, il est nourri surtout par ma profession d'orthophoniste. Oui. Et je reçois tous les jours donc, des enfants, des personnes en fin de vie aussi, qui ont des maladies d'Alzheimer, des AVC. Et je vois l'être humain, je dirais, tout au long de sa vie. Ouais. À chaque stade. Ouais. Voilà. J'interviens aussi dans le polyhandicap. Et ça apporte une approche aussi particulière par rapport à la fragilité de l'être humain. Et c'est précieux. Et ce que je constate, c'est que les patients viennent me délivrer, qu'ils soient enfants ou adultes, leurs difficultés par rapport à la famille. Les enfants qui viennent me dire, c'est pas encore papa qui est venu, papa n'est pas venu, la maman qui évince le papa, donc je me pose beaucoup de questions. Vous voulez dire que vous constatez des déséquilibs liés à l'absence d'un père ou d'une mère? J'accueille les difficultés des gens, voilà, dans mon quotidien. Et j'ai en tête là ce monsieur que je vois actuellement qui souffre de ne pas avoir pu jouer son rôle de père. Et à chaque fois que je le vois, il me dit la semaine prochaine, vous ne me voyez pas, je serai partie parce que c'est plus tenable. Et de ne pas avoir pu créer cette famille qui l'aurait voulu. Donc c'est votre réalité de terrain qui vous terrain. Donne cette conviction aujourd'hui qu'il ne faut pas légaliser la GPA et la PMA pour toutes. L'importance de s'inscrire effectivement dans cette filiation et qu'on ait chacun un maillon de la chaîne. Et voilà. Après, Laurence Cohen, peut-être vous avez envie de réagir après ces 2 points de vue qu'on vient d'entendre et ces 2 vies bien sûr, bien évidemment. Moi, je pense que c'est toujours difficile de se prononcer par rapport à des cas particuliers. Et que quand on est législateur, la loi, elle est pour le plus grand nombre. Donc ça, c'est déjà important de le noter. Quand même. Non, mais... Permettez-moi de dire c'était. Je suis pas un cas particulier. Vous êtes un cas particulier par rapport à la masse. Mais je n'ai pas dit ça. Un cas particulier, ça peut être, mais c'est pas la majorité. Et heureusement, parce que c'est très douloureux à vivre, et c'est pour ça que je ne me permets pas
un jugement par rapport à votre vécu, que vous êtes la seule à vivre. Voilà, ça c'est déjà ça ce que je veux dire. Et après, ce qui me semble extrêmement important, c'est que, en tout cas pour moi, en tant que femme politique, ce qui m'apparaît important, c'est de faciliter finalement et faire en sorte que chacune puisse avoir la liberté. Et cette liberté, autant je la juge par rapport à la PMA, c'est-à-dire que je suis tout à fait favorable à la PMA. Parce que PMA pour toutes, à l'extension de la PMA. Alors, à l'extension de la PMA pour toutes, y compris pour les femmes seules. C'est d'ailleurs ce qui a été voté au niveau de l'Assemblée nationale et je m'en réjouis et j'espère que ça sera voté par le texte arrive et j'espère que ça sera voté par le Sénat parce que ça n'empiète pas sur la liberté d'autrui. Par contre, je considère que la GPA, on est là sur une autre logique. La GPA pour autrui, c'est-à-dire, comme Madame l'a très bien exprimé, qu'est-ce que j'ai dit ? La GPA pour autrui. Ah, pardon, la gestation pour autrui, excusez-moi. En fait, là, c'est totalement différent. C'est-à-dire que ça met en scène une mère porteuse. Et je veux dire ici parce que vous avez dit gestatrice tout à l'heure. Alors les mots sont intéressants parce que d'un côté on dit gestatrice et les mots ont de l'importance. Et je vais expliquer pourquoi je trouve qu'il faut. Pour moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de gestation altruiste. Pourquoi je dis ça ? Parce que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Et aujourd'hui, il y a énormément de pauvres dans ce monde, énormément d'inégalités. La pauvreté avance. Et on voit que dans les statistiques, la majorité des femmes qui sont des mères porteuses, ce sont des femmes qui le font parce qu'elles sont en grande difficulté financière. Et quand on marchandise les corps. Même s'il y a un alors il peut y avoir des exceptions. Je ne dis pas qu'il n'y a aucune exception. Ce serait vraiment complètement... Non, c'est pas une exception, Madame. Il peut y avoir des exceptions, mais ça n'est pas la réalité quotidienne. Et donc, moi, je suis contre la marchandisation des corps. Et là, c'est une marchandisation des corps. Alors, excusez-moi, je voudrais vous poser la question. Qu'est-ce que vous entendez par marchandisation ? Est-ce que vous avez payé la gestatrice, la femme qui a porté votre... j'ai payé ma GPA parce que c'était pas légal en France et que j'étais le faire aux États-Unis. Aux États-Unis, les frais médicaux sont très chers. J'ai pas de sécurité sociale. Donc il a bien fallu que je paye ma stimulation ovarienne. La femme qui a porté votre enfant. Je ne dirais pas le prix, mais je dirais un pourcentage sur la somme que j'ai payée. C'est à peine 15%. D'accord. Alors, il y a encore une personne qui n'a pas pris la parole sur ce plateau et je voudrais qu'on l'entende, puisqu'elle aussi, elle a une situation intéressante et peut-être qu'elle nous parlera aussi de ce que ça lui a coûté. Il y a aussi un lien. Vous avez donc eu un enfant avec votre compagne Céline par PMA en Belgique. C'est vous qui avez porté Gabin, donc légalement. Dans les textes, vous êtes sa mère, mais votre compagne n'a aucun droit. Absolument. C'est l'état du droit aujourd'hui. Même si le mariage pour tous a ouvert des choses, il faudrait qu'on se marie pour que ma compagne puisse adopter l'enfant qu'on a désiré ensemble. On ne souhaite pas se marier pour nos raisons qui nous regardent. Et donc aujourd'hui, dans le livret de famille, j'apparais avec Gabin, mais pas elle. Donc, ça veut dire que très concrètement, si vous arrive quelque chose demain, évidemment, je ne vous le souhaite pas, que se passe-t-il? Où va Gabin? Chez mes parents, chez mon frère. Votre compagne n'aura aucun droit légal dans l'état du droit, ça serait dans ma famille, oui. Après, on peut faire des choses auprès des notaires. Je suis heureuse d'avoir vu que dans le projet de bioéthique, il y ait une reconnaissance qui soit prévue sur ce type de projet qu'on a pu faire. En allant tout simplement déclarer chez un notaire pour ouvrir non seulement des droits, donc quand on parle de droits, c'est la transmission d'héritage, c'est aussi pouvoir donner un assentiment s'il y a une opération en urgence à faire. C'est tout un tas de domaines de la vie privée qui touchent au bien-être de l'enfant. Et de l'autorité au quotidien. Bien sûr. Et puisqu'on parlait d'argent, pardonnez-moi, ça vous a aussi coûté cher? C'est une démarche qui vous coûte beaucoup? Qui a coûté, bien sûr, nous c'est de l'ordre de 5 à 6 000 euros. On a une assez bonne situation toutes les deux, donc on a pu payer cette somme. Mais évidemment, c'est pas accessible pour tout le monde, quoi. Exactement. Olivier Paco. Alors, vous voulez que je réagisse sur le témoignage? Oui, à ce que vous venez d'entendre, au prix que ça coûte, aux difficultés du regard social. Alors, très concrètement, Maëlys regrette effectivement que la loi ne prenne pas en considération le cas de sa compagne vis-à-vis de l'enfant. Mais la loi ne prenait déjà pas en considération votre volonté d'avoir un enfant par PMA et vous avez, entre guillemets, violé la loi française volontairement. Oui. Donc, vous saviez à quoi vous vous exposiez.
Je ne suis pas un jugement de valeur que je porte. Alors, personnellement, ce que moi je tiens à dire à ce moment-là du débat, je voudrais qu'on parle quand même du père. Parce que si personnellement je ne voterais pas pour la PMA pour toutes, c'est pour plusieurs raisons, mais la première des raisons, c'est qu'elle va légaliser de fait des orphelins de père. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas bien élever un enfant sans père, parce qu'il y a un nombre infini d'exemples de mères seules, ou de mères... et on va le voir tout au long de l'émission. Voilà, c'est le thème. ou de pères ensemble qui élèvent très bien des enfants, ou de couples entre guillemets hétérosexuels qui les élèvent moins bien. Néanmoins, je pense que la problématique de l'altérité pour la construction d'un enfant est préférable. C'est mon opinion. Maëlys Oisé, peut-être qu'on va laisser répondre sur ce point précis. Il peut y avoir, à mon sens en tout cas, il y a surtout beaucoup d'amour à donner à un enfant. Et ça peut être fait par beaucoup de personnes qui ne sont pas exclusivement le père ou la mère. Ça peut être tout un tas de personnes qui participent à la construction d'une jeune pousse, d'un enfant, et qui vont l'amener à être un adulte, on espère bien dans sa tête. Qu'est-ce que vous lui dites à Gabin ? Alors, il ne nous pose pas encore beaucoup de questions. C'est encore trop tôt pour lui parler de la façon dont il est. Oui, on lui a raconté un petit peu. Et qu'est-ce que vous comptez lui dire ? On compte lui dire qu'il y a un génital. Alors moi, dans la construction du projet, effectivement, à la base, j'aurais bien voulu qu'il y ait un papa. J'ai une très bonne relation avec mon papa. J'aurais bien aimé que ce soit poursuivi également. Ça n'a pas été possible dans l'état, effectivement, du droit, encore une fois, parce que si on faisait un enfant avec un ami, ce qu'on a cherché à faire, finalement, cette personne pouvait... des années après, venir dire qu'il était le père et ça reprendre des droits sans qu'il y ait de protection pour ma compagne à ce moment-là. Donc on n'avait pas parti dans cette voie-là et on s'est rabattu sur la Belgique puisque ça nous offrait cette possibilité-là. Maintenant, on a fait une PMA avec un donneur semi-anonyme. Que vous avez choisi ? Que nous, on a choisi, oui. C'est-à-dire, avec des critères ? Alors, les critères sont demandés par l'équipe médicale, c'est-à-dire qu'il faut que l'enfant ressemble soit à la maman qui va porter, soit à la compagne. On ne fait pas les bébés qu'on veut, qui vont avoir des caractéristiques... Mais il y a des critères physiques, vous dire que parce que, par exemple, vous êtes cheveux clairs et les yeux clairs... Oui, et moi j'ai choisi un donneur, on a pris quelqu'un qui était dans mes critères physiques. Et donc, c'est votre choix à vous ? C'est nous, avec ma compagne, qui l'avons choisi, oui. Oui. Les critères, mais ce sont les médecins qui vous ont dit qu'il le fallait. Oui, il fallait absolument. Donner les critères. Oui, oui. En Belgique, c'est comme ça que ça marche. Et je pense qu'en France, c'est la même chose. Il me semble que les protocoles sont assez semblables. Maintenant, je crois que la loi a changé en Belgique. Et donc, en fait, ce n'est plus les parents, les futurs parents qui choisissent, mais c'est l'équipe médicale qui choisit qui sera le donneur. Laurence Cohen, peut-être parce qu'effectivement, ça soulève quelques questions, évidemment. Moi, simplement, par rapport au débat que nous avons, il me semble d'abord que la loi que nous apprêtons à examiner au Sénat, c'est une loi qui va corriger une inégalité, au moins sociale, extrêmement importante, puisque Madame vient de le souligner. Sa compagne et elle avaient les moyens de le faire, donc elles ont pu aller en Belgique. Ça veut dire que des femmes qui n'ont pas les moyens de le faire ne peuvent pas, sont privées donc d'avoir recours à la PMA dans le droit actuel. Donc je pense que cette loi elle est importante parce qu'elle va permettre donc de faire reculer les inégalités de ce point de vue-là. Sur la question des critères qu'on vient d'entendre, alors qu'est-ce que ça vous dit ? La deuxième chose, si vous voulez, que je vois, c'est qu'on a... Je ne connaissais pas cet aspect-là des critères, donc je découvre, comme quoi c'est important de débattre. Moi, je suis un petit peu, si vous voulez, gênée par rapport aux critères, parce que ma réflexion se fait par rapport aussi à la GPA. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a des usines à GPA où on choisit sur catalogue et où c'est une vraie commercialisation et une marchandisation du corps. Et c'est ce qu'on veut pas. Et donc, je dis que, attention, là, on est sûr, on va choisir un tel parce qu'il a les yeux bleus, enfin une telle parce qu'elle a les yeux bleus, elle est oui, brune, vous mettez en garde contre les dérives. Donc, quoi. C'est plus que des dérives, c'est une marchandisation du corps, la GPA. Et je veux dire simplement ça, un petit clin d'œil, c'est assez, c'est fortuit. Je suis également orthophoniste. Et voilà. Donc je salue une collègue, mais on n'a pas le même vécu. Ouais, vous n'avez pas vu des enfants perturbés peut-être par des modèles familiaux Eh bien, écoutez, moi je trouve que les enfants sont perturbés
et pour certains, quels que soient les modèles familiaux, et que toutes les études montrent que, y compris dans les couples qui sont des couples de femmes, ça se passe très bien et il n'y a pas plus d'enfants perturbés que dans les autres couples. Donc Après, je pense que voilà. Aussi, on ne regarde pas juste le bonheur d'un enfant, c'est toute une vie. Je pense à cette patiente qui a une maladie qui aurait dû la ravager une SLA, donc entre 6 et 3 ans. Une quoi, pardon? Une SLA, une maladie neurologique qui ravage vraiment Pour nos téléspectateurs, c'est voilà, maladie sclérose latérale amyotrophique. Et elle ne pouvait plus parler et elle m'écrit « J'ai appris il y a peu de temps, donc elle avait 75 ans, que mon père n'était pas mon père et je suis née pendant la guerre, 3 petits points. » Et donc à moi de lui dire « Et vous craignez, on n'habitait pas à Bordeaux, on était plutôt de l'Est, vous craignez que votre père soit un soldat allemand ?» Et elle me répond « Oui. » Et elle réécrit « Je vais mourir sans savoir qui est mon père. » Et cette dame qui aurait dû partir très vite a souffert le martyre dans cette maladie pendant 7 ans. Et je me suis souvent demandé, elle ne peut pas mourir, elle peut pas. Donc ça me questionne beaucoup, ça. Et du coup, alors, je suis vraiment heureuse de pouvoir vous poser des questions directement. J'ai beaucoup de questions par rapport à notre rapport en psychologie et toutes nos connaissances qu'on a aujourd'hui en psychologie. Et l'être humain, c'est pas juste un corps matière. Les gamètes transmettent bien plus que simplement une couleur de cheveux, de une nez. morphologie. Voilà. Et on sait que on transmet un héritage de 3 à 4 générations en amont. Et beaucoup de difficultés qu'on a, on remonte dans les générations. Et moi, ça me questionne beaucoup. Votre enfant, du coup, le mot amputation me vient, il est peut-être très violent, mais c'est le mot qui me vient. C'est comme s'il avait une machine, un trésor, et que la personne qui était la plus à même de lui faire découvrir ce trésor, c'est-à-dire ce père, alors il est à votre côté, voilà, il n'a pas le mode d'emploi pour pouvoir faire émerger le plus beau de ce qu'il a reçu en fait dans ses gènes, qui n'est pas juste son père, mais qui est aussi une grand-mère, un grand-père, des oncles. C'est une question qu'on s'est évidemment posée, moi je me la suis beaucoup posée évidemment. On ne fait pas un enfant comme ça à la légère. Ouais. En fait, moi j'ai rencontré aussi des gens qui étaient nés sous X ou qui avaient été adoptés et qui se posaient ces questions-là, d'où je viens. Si, donc c'était quelque chose qui m'importait en tous les cas. Et donc on est passé par ce processus donc de donneur semi-anonyme. Donc moi j'ai des caractéristiques, j'ai une photo de cet homme, enfant. Parce que je ne peux pas le contacter. J'ai une interview audio aussi de lui qui explique pourquoi il fait ce don. Et Gabin pourra le contacter à ses 18 ans, sa majorité. Et si la personne le veut bien, il le rencontrera. Donc je pourrais lui apporter quelques petites choses, alors pas toute la partie d'âme que cet homme a, mais quelques petites choses qui lui permettront auxquelles il pourra se raccrocher. Et le but aussi pour nous, c'est pas de le construire en disant quand tu auras 18 ans, tu vas rencontrer cet homme. C'est de le construire et que s'il a envie de le faire, s'il en a le besoin, il pourra peut-être le faire. Mais c'était lui donner cette possibilité-là. Ouais. Cécile Anger, oui. peut-être. Moi, je souhaiterais revenir sur la marchandisation. Que je trouve. Je suis d'accord que quand on choisit, je dirais, la mauvaise direction, nous, on a choisi la direction des États-Unis. Du Canada. Certains de nos amis ont choisi le Canada. C'est quoi la mauvaise direction? Pour moi, la mauvaise direction, c'est la direction des pays de l'Est, ce qu'on voit le plus dans ce qui fait le buzz quand on parle de ça à la télé. C'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas la gestatrice, des gens qui payent des fortunes, et beaucoup plus que nous, pour faire sortir leurs enfants, parce que ce ne sont pas des pays où la GPA est légalisée. Il faut savoir qu'aux États-Unis et au Canada, dans certains États, la GPA est légalisée. Nous, je ne vois pas la marchandisation quand j'ai la relation avec Kayla. Je ne vois pas du tout de marchandisation. Pas du tout. C'est un rapport humain que j'aurais jamais eu en France. Une bienveillance à un point que je pense que ce qu'on va vivre encore au mois de janvier, parce que je suis très contente de le refaire et je le redis, et ce qu'on est en train de vivre... Vous attendez un deuxième enfant par GPA? J'attends un deuxième enfant. Avec une autre gestatrice, parce que malheureusement, Kayla nous l'a annoncé en pleurant, elle ne pouvait pas porter notre deuxième enfant. Mais vous auriez aimé? On ne lui a pas demandé. Elle voulait le faire et malchance qu'elle a eue, elle a déclaré une maladie auto-immune. Donc elle n'a pas pu le faire. Elle nous l'a annoncé en pleurant. La deuxième gestatrice, on a fait 3 essais. Les 2 premiers, c'était un échec. Nous, on lui a dit, c'est pas grave, tu sais, on a Océane, on est très contents et tout. Et à chaque échec, c'est elle qui nous l'a annoncé en pleurant. Elle a dit, je souhaite tellement vous aider, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Et c'est ça qu'on veut retranscrire en France. On veut cette GPA
éthique, c'est une GPA humaine et pas une GPA de marchandisation. On veut aussi, comme la PMA, que ça soit accessible à tous. C'est pour ça qu'on la veut légaliser en France avec un cadre. Voilà. Oui. Et c'est une histoire de vie, c'est pas une histoire d'argent. Oui, Olivier Pacot, on voit bien que ce sont des histoires de rencontres aussi, de rencontres humaines. Et on n'est pas dans des idées, dans des théories, on est dans le concret avec des gens qui se rencontrent, qui s'aiment profondément, qui forment une nouvelle famille. La première personne qui était au courant qu'on attendait un deuxième, c'était Kayla. Ça n'a même pas été ma maman. Ce sont des nouvelles familles en fait, c'est ça la question. Oui, complètement. Et il n'y a plus une famille traditionnelle, il y a plein de sortes de familles. Maintenant, comme le disait en préambule ma collègue Laurence Cohen, effectivement, la problématique des législateurs, c'est de faire une loi pour tous, alors qu'il y a plein de cas particuliers très différents. Et dans le mot cas particulier, n'y voyez pas une attaque quelconque. Mais la PMA qui existe aujourd'hui, elle est effectivement très encadrée et elle était réservée aux couples qui souffraient d'infertilité et avait aussi pour but d'éviter la transmission de certaines maladies. Désormais, avec la PMA pour toutes, on change complètement de tropisme, de paradigme, et donc il n'y a plus de finalité curative. Il s'agit désormais, avec l'extension de la PMA, de répondre à un désir, entre guillemets, d'enfant. Ça change complètement la façon d'imaginer. Je ne parle pas de la GPA, oui, parce que je parle de la PMA. Pour moi, c'est curatif. Si on pouvait m'avoir donné un utérus à la naissance... Évidemment, votre cas, il est profondément curatif, voilà. C'est évident. Et il nous reste moins de 2 minutes, donc je vais vous demander d'être tous assez concis pour avoir encore un mot à dire. Oui, alors ce que moi je voulais dire, c'est qu'à partir du moment où la PMA devient pour toutes ou pour les femmes seules, et donc où la science, le savoir de la science est utilisé non plus pour guérir, on ouvre, ou au moins on met la clé dans une boîte de Pandore dont on ne sait pas jusqu'où elle peut malheureusement arriver. Et la problématique de l'eugénisme qu'on a un tout petit peu évoquée à travers les choix, les critères, me fait très peur. Parce que dans l'histoire, nous avons eu à d'autres époques, des États qui ont utilisé l'eugénisme d'une façon dramatique. Laurence Cohen, et ensuite... Alors, malheureusement, comme c'est court, ça peut être un peu acerbe et puis caricatural. Oui. Mais moi, je veux quand même insister sur une chose. D'abord, en France, et c'est un bien précieux, le don est gratuit. Oui. Ça, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est que je pense que la GPA, on ne peut pas faire comme si le cas que Madame nous évoque, avec effectivement un problème de santé, je dois dire que la science progresse, puisque le professeur Ayoubi à Foch vient de faire une greffe d'utérus. Donc les choses vont avancer. Mais on ne peut pas dire que par rapport à ce cas unique, toutes les GPA sont comme ça. La GPA, c'est une marchandisation du corps dans la mesure où on utilise le ventre d'une autre femme pour porter un enfant pendant 9 mois et il y a une histoire d'argent. C'est une histoire d'argent. Vous avez 10 secondes pour faire un tout petit mot de conclusion peut-être, Maëlys Oisès. Oui, moi je voulais simplement dire qu'effectivement, vous parlez de désir d'enfant, moi je vais vous dire désir d'amour. Simplement parce qu'un enfant, on le désire, on veut lui donner de l'amour et ça apporte tellement d'amour dans une famille, tellement de bonheur. Je ne sais pas qui sont les censeurs qui peuvent dire oui ou non à telle ou telle procédure pour médecine ou pas. Oui, ce qui est important pour moi, c'est que si la loi n'est pas votée, ce n'est pas une loi punitive. C'est-à-dire que c'est la responsabilité à qui? Est-ce qu'on laisse la responsabilité? Vous êtes responsable dans votre choix. Est-ce que c'est l'État? Donc on sera tous responsables, ou est-ce que c'est les femmes en tant que telles? En revanche, un enfant est légitime. Voilà, une fois qu'il est là, il est là. Cécile Anger, un dernier petit mot peut-être. Moi je suis d'accord avec Maëlys que l'important dans les familles c'est d'avoir de l'amour. Et tant qu'il y aura de l'amour, il y aura de la vie. Eh bien merci à tous les 5 d'avoir participé à ce dialogue citoyen. Merci à vous de vous être livrés, merci à vous de vous être prêtés au jeu. Fin de cette première partie, on va laisser place à nos 5 prochains invités. On va s'intéresser à d'autres modèles de famille. Avant cela, comme promis, on va faire un point sur les réactions en ligne à nos discussions. Jean Massier, vous suivez cela sur Twitch. Dites-nous un peu comment ça réagit sur votre plateforme. Oui Rebecca, beaucoup de réactions sur le chat d'Acropolis, des réactions autour de ce débat sur la GPA qui commence par questionner, et je prends par exemple le message de Tarja qui dit « J'ai besoin de me documenter pour me faire une opinion sur la GPA, je ne sais pas très bien ce que c'est et j'ai besoin d'en savoir un peu plus ». Néanmoins, il y a quand même eu pas mal de réactions. Drutic par exemple qui commence par dire que c'est un peu futile d'avoir un débat pour savoir si on va passer de la PMA à la GPA, dire qu'une loi va forcément en entraîner une autre, c'est selon lui jouer au devin pour effrayer les foules. Bastoun qui donne une opinion directement en disant que la GPA en fait ça change rien à la société, mais ça peut aider des personnes, donc après tout, pourquoi pas. Par contre, quand Olivier Pacot, sénateur Les Républicains, dit qu'il est, pourquoi pas,
prêt à élargir la GPA, à la légaliser. Et ben, il y a plusieurs personnes dans le chat qui l'ont relevé en disant que, dis donc, un sénateur Les Républicains qui est plutôt pour la GPA, c'est rare, même si par la suite, Olivier Paccaud a su dire à quel point il était plutôt opposé. Laurence Cohen, la sénatrice qui a parlé de marchandisation des corps, ça a beaucoup fait réagir. Beaucoup de gens ont trouvé ça un peu fort quand même comme terme. Mais il y a quand même plusieurs personnes dans le chat, comme par exemple Band-Aid, qui a dit qu'elle était plutôt d'accord. Enfin, au moment où Olivier Paccaud a soulevé le fait de savoir s'il y avait nécessairement besoin d'un père pour grandir et pour bien grandir, là la réponse du chat a été unanime, c'est franchement non. Il n'y a pas nécessairement besoin d'un père pour bien grandir et il y en a plusieurs qui en veulent pour preuve, comme Code Watt par exemple, qui dit que les enfants nés sous X, ça existe déjà, les familles monoparentales, ça existe aussi. En gros, pour lui, le plus gros souci, il n'est pas du côté des enfants, il est franchement du côté des parents. Et enfin, un dernier témoignage qui dit que quand on galère pendant 5 ans, qu'on va à l'étranger, qu'on dépense de l'argent pour faire une GPA, on ne chope pas un enfant par erreur. C'est ce que dit Code Watt et qui dit que donc, c'est bien la preuve que ces familles-là qui ont recours à la GPA sont a priori un environnement plutôt favorable et plutôt désireux d'avoir un enfant. Et donc, c'est plutôt un bon environnement pour les enfants. Merci beaucoup Jean Massy en direct de la régie qui suit tout cela sur Twitch. Merci infiniment, on vous retrouve tout à l'heure pour d'autres réactions. Les familles en 2019, ce sont aussi les familles divorcées, recomposées, isolées. On accueille à présent, je vous présente notre nouveau plateau. Adam Semar, bienvenue. Vous élevez seul votre fils à Marseille. Vous êtes en conflit avec sa mère depuis de nombreuses années. Vous êtes très en colère, notamment contre la justice française qui, pour vous, favorise les mères et met de côté les pères. Peut-être que vous aurez l'occasion d'affiner un peu la présentation n'est peut-être pas tout à fait juste, vous aurez l'occasion de nous le dire. Marie-Luce Yovan, bienvenue. Vous habitez à Montrouge. Vous avez eu 2 enfants lors d'un premier mariage et vous vous êtes remarié avec un homme qui, lui, avait 3 enfants. Vous gérez donc ce qu'on appelle, on l'a bien compris, une famille recomposée. Vous avez créé une association, le Club des Marâtres, pour aider les belles-mères à gérer les situations parfois très compliquées au quotidien. On en parle assez rarement, mais c'est effectivement un vrai sujet. Noël Régnier, bienvenue à vous également. Vous habitez près d'Orléans. Vous élevez seul votre enfant de 12 ans depuis sa naissance. Le papa a démissionné, dites-vous, de manière très sobre. Vous vous sentez très isolé, mal accompagné, voire pas accompagné du tout. Donc là aussi, vous aurez probablement des questions à nos élus qui sont face à vous, qui sont présents ce soir. Julien Bargeton, bienvenue. Merci. Vous êtes sénateur La République En Marche de Paris. Et Geoffroy Boulard, bienvenue à vous également. Bonsoir. Vous êtes maire LR du 17e arrondissement de Paris. Merci à tous les 5. Avant de lancer le dialogue, on va voir en image ce que vous vivez, Adam Semar, seul avec votre fils. Vous avez arrêté de travailler pour vous occuper de lui. Il a été pas mal traumatisé par la violence de la séparation avec votre ex-femme. On va regarder le reportage de Samia Dechir. Tu veux essayer de manger tout seul? Allez, essaye tout seul. Allez, tu prends la cuillère. Je ne m'imaginais pas devenir un père solo. Moi, c'est la vie qui a fait que, suite à une séparation qui s'est révélée très conflictuelle, très compliquée, donc j'ai obtenu la garde de mon fils. Tiens, Adeline, tu bois un peu d'eau? Je m'en occupe à temps plein. Et du coup, j'ai dû mettre ma vie professionnelle entre parenthèses. Sur le plan financier, c'est compliqué à gérer au quotidien, puisque je touche un chômage qui est quasiment équivalent au RSA. C'est un sacrifice que j'assume totalement. Voilà. Oui. On entend beaucoup parler, par exemple, de l'instinct maternel, du lien indéfectible qui relierait un enfant à sa maman du fait qu'elle l'ait porté pendant 9 mois. Souvent on me dit et sa maman, est-ce qu'elle lui manque, c'est bizarre, enfin, ça étonne, ça surprend et je suis un peu triste de ça parce que, vous savez, un enfant, il va s'attacher en fait à la personne qui va lui donner de l'amour, qu'il soit père, qu'il soit mère, qui va lui donner de l'intérêt et qui va s'en occuper au quotidien. Voilà, dans Semar, on va commencer avec votre situation. Alors, je le disais, vous êtes en colère, vous poussez un cri de colère contre la justice française, mais vous avez fait la moue. Alors, je vais vous laisser affiner peut-être votre pensée. Il n'y en a pas que pour les maires. Alors non, je ne suis pas en colère contre la justice française, c'est pas ça. C'est plus contre la législation et contre le manque d'intérêt que portent les législateurs, donc les sénateurs et les députés, à la cause des pères. Oui. Voilà, donc pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait ressentir cela? Alors, ce qui me fait ressentir cela, c'est qu'en fait, en matière d'égalité, effectivement, c'est une priorité du gouvernement. Vous avez même un ministère de l'égalité femmes-hommes. Mais en tant que père, moi, j'ai le sentiment, et je ne suis pas le seul à l'exprimer, que cette égalité ne va que dans un sens.
Parce que vous êtes en lien avec d'autres pères qui vous Alors, disent... je suis effectivement en lien avec des pères qui sont parfois en rupture de lien avec leurs enfants. Et donc, effectivement, je suis ici pour parler un peu de notre quotidien, de difficultés, en fait. Et très concrètement, en quoi avez-vous le sentiment que les pères ont été lésés? Sur le droit de garde, sur les visites? Soyons concrets. Alors, c'est l'occasion de dire ce que vous vivez. Alors tout à fait. Alors effectivement, c'est plus dans le domaine de l'égalité parentale. Voilà. Dans le domaine parental, effectivement, il y a quelques soucis. On a vu qu'il y avait une proposition de loi du député Latombe, donc de député de Vendée, pour par exemple instaurer la résidence alternée. D'accord. Donc une mesure égalitaire qui responsabiliserait d'ailleurs davantage les pères et qui conférerait donc un temps pour l'éducation des enfants équivalent à la maman. Oui. Et moi je ne comprends pas pourquoi cette loi n'a pas été jusqu'au bout. Et donc, j'aimerais que vous vous expliquiez à ce propos pourquoi il y a eu cette reculade, en fait, dans la résidence alternée. Ça, c'est ma première question. Nos élus ont été très attentifs. On va peut-être déjà leur laisser la parole sur ce premier point, si vous le permettez. Dans ces marges, Julien Bargeton, vous avez envie de réagir à cela? Vous trouvez que la législation favorise les mères et pas assez les pères, ne tient pas compte des pères? Il y a deux choses. Il y a d'abord le droit tel qu'il est aujourd'hui et la justice. Moi, je ne vais pas m'immiscer dans les décisions des juges qui, de fait, je crois, confie plutôt la garde, enfin plus souvent à la mère qu'au père. Mais ça, encore une fois, je ne peux pas... je ne vais pas critiquer les juges sur leurs décisions. Non, mais le législateur Ensuite, peut peut-être faire évoluer les choses. Oui. C'est vrai qu'il y a des situations différentes. Moi, je partage ce que vous avez dit. Je pense qu'il y a des pères qui peuvent être beaucoup plus aimants que des mères. Et il y a des situations inverses. Il faut aussi penser au cas où, par exemple, les pères ne reversent pas la pension, vous savez, aux mères qui élèvent seules des enfants. Et le gouvernement veut aussi travailler là-dessus pour que ce soit plus automatique, pour que les femmes puissent avoir droit aux pensions qu'elles ont droit. Et c'est vrai qu'il y a aussi des situations où parfois les pères sont privés de leurs droits et on peut penser que c'est assez injuste. Moi, j'ai plutôt envie de dire que oui, il faut plutôt partager l'idée de résidence alternée quand les choses se passent bien et c'est souhaitable. Essayons d'aller vers l'équilibre, vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc moi, je regarderai ça et ça va venir. On aura l'occasion d'en parler. On va avoir des textes sur la famille, on en parlera au Sénat. Donc je pense qu'il faut pas être caricatural. Dans ces domaines de la famille, on aura le cas des familles recomposées. Ne soyons pas caricaturaux. Il y a des situations des pères. Il y a aussi des mères qui sont en grande difficulté. Et si le droit doit évoluer, il doit évoluer dans un sens de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je crois que vous-même vous dites dans le vocabulaire, les pères ne sont pas reconnus. On parle de maternité, de maternelle. On parle par exemple de... Oui. Voilà, il y a quelques efforts à faire aussi en matière... Enfin, on voit que quand même, au niveau sociétal, il y a quand même certains principes qui sont encore bien ancrés dans les têtes, certains réflexes. Même si on a ouvert le mariage et l'adoption aux couples homosexuels, donc, y compris d'hommes, donc ça veut dire que on parle aussi de familles aujourd'hui très diverses. Concrètement, messieurs les sénateurs, par exemple... Les élus, messieurs les élus. Monsieur le sénateur. Alors, monsieur le sénateur, mais monsieur le maire... ils sont élus tous les deux. Voilà. Très bien. Alors, concrètement, par exemple, la question de la résidence alternée. Donc, ça a été abordé par le député Latombe. Il y a une rapidement, parce qu'on va faire tourner la parole. Il y a aussi la question donc de l'éloignement géographique volontaire. Oui. Pour couper le lien entre le père et la mère... Enfin, entre le père et les enfants, pardon. Il y a aussi la question, effectivement, donc des pensions alimentaires. Il y a, donc il y a pas mal de... Vous avez fait la liste des demandes. Mais, voilà. Donc, concrètement, ce que j'aimerais, moi, savoir, c'est pourquoi, on ne va pas... on va encore accentuer, si vous voulez, les inégalités via la PMA. Bon, alors peut-être un petit mot, Geoffroy Boulard, pour vous laisser la parole, et ensuite on va parler avec Marie-Luce. Je crois, comme Julien Bargeton sur ce point, qu'il faut être assez pragmatique. Alors, vous dites effectivement qu'il y a encore un vocabulaire dans les textes législatifs qui... finalement avantage peut-être un peu plus les mères. Bon, il y a peut-être un travail à faire là-dessus, mais oui, moi je fais d'abord confiance à la justice. C'est-à-dire que souvent on est dans des situations individuelles, des cas individuels. Il faut évidemment que l'intérêt de l'enfant reste quand même préservé, mais qu'aussi que les parents qui vont avoir la responsabilité de la garde principale puissent continuer à travailler, à se loger. Et moi je le vois dans ma mairie, on est souvent sollicité. Et j'ai été sollicité par
des pères comme vous l'êtes, qui se retrouvent un peu démunis parce que sans forcément de soutien familial en relais pour pouvoir reprendre une activité professionnelle. C'est la même chose pour des Qu'est-ce que vous voulez dire, des pères qui sont dans la détresse, qui se sentent lésés aussi? Oui, j'ai eu lors de mes permanences à la mairie des situations comme monsieur. C'est assez atypique. On a plutôt tendance à recevoir, c'est vrai, des mamans qui ont une difficulté, mais il y a aussi ces situations-là. Vous avez raison, en tout cas, de faire connaître ces situations pour que le législateur puisse aussi adapter. Après, vous parliez de la résidence alternée, de cette proposition de loi. Que ce soit systématique me paraît peut-être un peu dangereux. C'était pas mon intervention, en fait. Allez, ce que je proposais, c'était que ce soit proposé en priorité. Nous avons deux autres citoyennes qui ont envie de prendre la parole. Marie-Luce Yovan, alors là, ce ne sont pas les pères. Mais c'est pas terminé, vous reprendrez la parole à Dans ses mares. C'est juste que là, il faut aussi continuer les présentations et les situations sont intéressantes. Vous, Marie-Luce Yovan, vous êtes à la tête d'une famille recomposée et vous dites c'est difficile pour les belles-mères de trouver leur place et elles aussi, elles ont besoin des lois pour les accompagner, pour les protéger. Oui, alors je les appelle pas les belles-mères d'ailleurs. Je dis les marâtres. Il faut appeler un chat et appeler les personnes par leur nom. Belle-mère ayant en plus la difficulté d'avoir une ambiguïté. Donc marâtre, on sait bien de qui on parle. Et elles sont de plus en plus nombreuses. Eh bien oui, la question c'est ça, c'est que moi j'ai créé cette association il y a quand même un certain nombre d'années, puisque ça fait 16 ans quand même, donc c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose de récent. Oui, les femmes de plus en plus vont être dans une situation de recomposition, comme les hommes d'ailleurs, mais on a un grand vide. Alors autant dans cette situation et sur les a priori qu'on a tous les uns et les autres, dans la recomposition, le monsieur qui arrive est toujours le preux chevalier qui sauve la veuve et l'orphelin. La femme qui arrive dans la recomposition est déjà parée de beaucoup moins de qualité. Mais là, vous parlez du regard de l'enfant. Non, on parle du regard sociétal. Que peuvent faire nos législateurs? Non, on parle du regard sociétal et pas seulement du regard de l'enfant. L'enfant, on peut construire quelque chose avec lui. Donc, je crois que c'est important de le faire. Non, ce qui me paraît important, c'est effectivement, alors si il peut y avoir une législation, mais le point de départ serait de reconnaître qu'il y a un beau-parent dans la vie des enfants. Ça me paraît être le premier pas. Parce que ça n'existe pas. Ah non. Il n'y a aucune existence légale du beau-parent. Non. Le beau-parent n'est qu'un apanage du parent. Il y a une loi qui permet éventuellement de déléguer l'autorité parentale au beau-parent. Il faut quand même que ce soit avec l'accord des deux parents. On imagine bien la situation. Tu veux dire très concrètement dans votre quotidien avec vos beaux-enfants que vous ne pouvez rien faire? Vous ne pouvez pas signer leurs mots? Vous ne pouvez pas les accompagner? Si on va à l'extrême, je ne peux strictement rien faire. Alors évidemment, l'intelligence, quelquefois, quand même, pallie, heureusement, les vides juridiques. Mais dans la situation, il m'est arrivé une fois de devoir emmener mon beau-fils à l'hôpital. Il s'était cassé le bras. Pas chez moi. Non, pas chez moi. Non, pas chez moi. Chez sa maman. Et en revenant chez moi le week-end, il avait son plâtre qui était cassé. Comme je suis une méchante et une vilaine, je ne l'ai évidemment pas amené à l'hôpital pour faire réparer son plâtre. Sinon, c'était pas bien. D'accord, on l'a compris. Vous l'avez fait. Et exactement. Et quand j'ai demandé au médecin donc, de bien vouloir me signer un papier comme quoi, évidemment, il m'a dit ah bon, pourquoi c'est pas votre fils? Je dis bah non, c'est pas mon fils, c'est mon beau-fils. Il m'a dit ok, vous appelez son père, vous sortirez pas de l'hôpital avec lui. Bien sûr. Ça pose question quand même. C'est quand même très étonnant. Le quotidien, l'école, ça n'existe pas. On ne peut pas entrer dans l'école. On est toujours soumis au fait qu'il faut avoir une autorisation signée du papa pour aller chercher les enfants avec qui on vit. Alors, Madame le dit avec beaucoup d'humour et ça fait sourire, mais ce sont des situations qui, quand même, au quotidien, et qui pourtant sont très fréquentes, j'ai envie de dire. Julien Bargeton, il faut s'intéresser aussi à ces familles recomposées. Ah oui, c'est sûr. À ces beaux-parents. C'est sûr, il y a un travail législatif à faire, je pense, parce que c'est une situation qui, évidemment, maintenant se multiplie. Il y a aussi d'ailleurs les questions de donation et de succession qui peuvent se poser puisque on a prévu la ligne directe, on a prévu le code napoléonien est resté quand même sur un modèle, on peut le dire, un peu ancien de la famille. Et maintenant, on parle plutôt des familles et des familles qui ont évolué. Et donc, il y a un travail aussi sans doute à faire pour adapter toute la fiscalité, toute notre législation aux enjeux démographiques, économiques et sociaux de la famille actuelle, et des familles. Mais vous nous dites ce soir que c'est potentiellement une priorité, que vous pouvez en parler au sein de la majorité. Bien sûr. Moi je suis. Mais là c'est pareil, il faut travailler, avoir des propositions. Ce sont des sujets sérieux. Moi je suis là aussi pour écouter, pour donner un statut à la belle-mère ou au beau-père. C'est compliqué. Non, mais c'est possible. Écouter les situations. De vous dire que c'est quand même la 4e législature qui en parle. Oui, mais je sais bien. C'est-à-dire que quand même sur le projet du beau-parent, on en est quand même à la 4e. Ce sont des sujets. Et il ne sait rien. Bien sûr, ce sont des sujets. Pourquoi, selon vous? Pourquoi c'est des sujets qui sont compliqués, qui demandent aussi de s'adapter à des situations forcément différentes. Et le législateur
eh bien, prend toujours des dispositions un peu générales et on a des situations de famille qui sont parfois très différentes. Mais juste je pense un chiffre, que ça fait quand même, la proportion des enfants Bien vivant sûr. dans une famille recomposée a doublé en 20 ans. Bien sûr. Ça commence à plus être des cas particuliers. Ça Bien commence sûr, à être, mais il faut effectivement. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai pas voté. On a eu un texte là sur les successions, mais qui me paraissait très incomplet parce qu'il ne prenait pas en compte justement, notamment le statut de beaux-parents. Donc il ne prenait pas en compte les évolutions de la famille. Et je crois que si on veut réfléchir, mais ça c'est vrai que c'est quelque chose qui doit être à mon avis transpartisan parce que ça fait appel bien sûr à des situations. Et je partage ce qu'a dit Geoffroy Boulard tout à l'heure. Il faut partir de l'intérêt de l'enfant. L'enfant il a besoin d'amour et de protection. Et donc d'abord comment on construit quelque chose autour de l'intérêt de l'enfant à partir de situations familiales qui sont de plus en plus différentes. Ce qui serait bien, ce serait de le définir. Oui, l'intérêt de l'enfant. À part l'amour et à part la coquille vide, bah voilà. Donc c'est pas la coquille vide. Et c'est pas du moins, c'est du plus. Hein. C'est de la protection. Dans les familles recomposées, bien souvent, c'est pas du moins qu'on donne, c'est du plus, c'est du plus d'amour. Donc avec d'ailleurs, oui, bien sûr. Le sujet que vous évoquez, il est très pratico-pratique. C'est-à-dire qu'effectivement, le statut de beaux-parents n'existant pas, vous n'avez pas sur le plan administratif les moyens aussi d'apporter aussi toute la... Parler d'amour, mais oui, concrètement. Donc, quand il y a dans une école, vous ne pouvez pas rentrer dans une école, et je suis confronté en tant que maire, j'ai des directrices qui me disent on ne peut pas faire rentrer n'importe qui dans l'école, monsieur le maire. La belle-mère, c'est pas n'importe qui. Je comprends. C'est ça, elle dit un peu avec les enfants, mais c'est là où, justement, ce que dit Julien Bargeton, c'est-à-dire la prise en compte par le législateur, elle doit se traduire après sur le plan très concret et opérationnel par des possibilités. Et ça, je pense que ça fait 4 législatures, enfin, c'est quand même un peu long. Ça fait 4 il faudrait qu'on donne quand même la possibilité d'assouplir. Mais est-ce qu'il y a des cas, là vous décrivez un cas, il y a quand même des cas, moi il me semble, où certaines écoles, c'est ce que j'ai vu parfois, y compris dans mon arrondissement, moi je suis on est de Paris aussi, on est dans le 20e. L'intelligence fait toujours... On y arrive, parce qu'il y a les grands-parents qui vont chercher, il y a parfois des oncles ou des tantes. La difficulté, c'est la situation d'insécurité. La question n'est pas la question de... Bien sûr que dans la grande majorité des cas, vous allez tomber sur des personnes intelligentes. Compréhensible. Mais c'est une que ce soit la police, les institutions. Je voudrais qu'ensuite on fasse parler Noël Régnier. D'un mot quand même, Marie-Luce Yovanne, vous dites on va légiférer pour la PMA pour toutes, mais on ne légifère pas pour les beaux-parents. Alors c'était un peu brutal et un résumé un peu court. Donc oui, effectivement, je trouve étonnant qu'on arrive à, sans minimiser la nécessité de la PMA et sans critique, de dire on va faire un texte pour globalement 2000 femmes. 2000 femmes concernées par an. Sociologiquement, il faut quand même être dans la réalité. Quand on sait qu'effectivement, la recomposition et les belles parentalités concernent à peu près, alors on parle de 11 millions d'enfants qui vivraient en famille séparée, donc, et potentiellement recomposés. Alors pardonnez-moi. Je suis favorable en tout cas, je trouve qu'il faut qu'on avance là sur ce sujet, parce que ça fait des années qu'on en parle, coparents, parents, beaux-parents, et je trouve que c'est un vrai sujet de société. Mais n'opposons pas aussi à l'égalité. Enfin, je veux dire, la PMA, c'est dans un cadre de loi particulier. C'est autre chose. Non, mais je sais, mais... Noël Régnier. Noël Régnier, vous élevez toute seule votre fils. Vous n'avez d'aide de personne, pas même de l'État. Vous êtes, comme on dit, dans la mauvaise tranche. Et vous souhaitez qu'on mette en place une charte de monoparentalité dans les entreprises. Là aussi, votre cas à vous, comme on dit, mère isolée, mère seule, vous pose question. Bonsoir, messieurs les élus. Bonsoir, madame. Bonsoir. Effectivement. Vous pouvez parler à une distance normale du micro, il n'y a aucun problème. Oui, je viens là pour partager cette merveilleuse aventure que je vis depuis que mon fils est arrivé dans ma vie. Effectivement, il y a eu des missions du papa, mais c'est la plus belle décision de ma vie. Et donc, ça fait pas sa démission à lui. Et la présence d'Antonin, qui est dans les coulisses, là, et qui est 12 ans et demi passé maintenant. Pourquoi ? Parce que il questionne ce que j'étais déjà, une femme en France, dorénavant au XXIe siècle, et en plus qui essaye d'avoir un esprit citoyen. Et du coup, l'intérêt de tout ça, quand on regarde au mieux, hormis les jours où on se demande comment on va régler les factures, comment on fait, là j'ai un gros problème avec la voiture, plus d'autres problèmes logistiques, matériels que je vais vous épargner. Cependant, pour être vraiment pratique, c'est se questionner et du coup vivre les réseaux sociaux, vivre Internet, de savoir accéder plus facilement à l'info, quand on est curieux et qu'on aime chercher les solutions, parce qu'il doit bien y en avoir vu que nous sommes des millions d'habitants. Qu'est-ce que vous voulez dire très concrètement ? C'est qu'il existe déjà une charte de la monoparentalité, par exemple, pour faciliter l'accès à l'emploi pour les parents isolés. Je dis bien les parents, puisque je ne suis pas sexiste. Du tout, les difficultés ne sont pas liées à un genre, mais sont liées à la réaction qu'on a
dans les épreuves de la vie. Du coup, il existe, j'ai découvert avec joie, il y a déjà quelques années, qu'il existait depuis 2014 en France une charte de la monoparentalité signée par 21 ou entreprises ou collectivités, parce qu'il y a la mairie de Paris aussi. Par exemple, il y a des entreprises françaises. Et c'est quoi cette charte de monoparentalité? C'est en 5 points. Qu'est-ce qu'elle vous apporterait à vous si elle était généralisée? Si elle était généralisée en France, en fait, voilà, parce que ma question c'était, au fait, qu'est-ce qu'on en fait de cet outil qui existe déjà? Pourquoi on le laisse dans un coin? J'aime bien les millefeuilles, mais pourquoi on ne s'en servirait pas plutôt que de refaire quelque chose? Pour moi, ça pourrait servir à ce qu'un employeur se dise tiens, je recrute quelqu'un qui, même si je ne dois pas savoir sa religion, son âge et tout ça, en tout cas, a un profil avec, comme tout le monde, des faiblesses et des forces. Mais je peux vous ramener le témoignage de plusieurs parents solos qui ont développé des compétences en organisation et d'autres compétences. Et c'est de la pure réaction humaine face à des situations quotidiennes. C'est-à-dire, donc on prenne en compte votre gérer situation un travail, familiale. un enfant, plus tous les aléas de la vie, sauf que là, du coup, la charge mentale est portée par une seule personne. Toutes les contraintes et tous les bonheurs. Donc que l'employeur en tienne compte et qu'il adapte les horaires, par exemple? Par exemple, les horaires. Parce que quand je lis, comme encore hier, pour arriver devant vous, que... Pour l'instant, en France, majoritairement, les femmes ont plutôt des emplois, soit les mamans solo, voilà, pour aller simple au niveau du vocabulaire, sont plutôt en plus en recherche d'emploi, sont plutôt en emploi précaire, etc. Okay. Moi, je vois, j'ai bientôt un anniversaire, je fête surtout le nombre d'emplois que j'ai eu en CDD. Voilà. Et pourquoi en CDD? Parce que j'ai jamais eu l'opportunité d'un CDI. Pourquoi? Alors, le temps avance, on va faire tourner la parole, peut-être les laisser répondre. Et pourquoi je ne vais pas à la simplicité d'un juste un boulot alimentaire? C'est parce que j'ai besoin de sens dans ma vie. En tout cas, j'ai besoin de fournir des moyens qui correspondent aux besoins de mon foyer. Donc ça veut dire que je pratique moi-même la mobilité en France. La réponse des élus peut-être, Noël Régnier. Julien Bargeton, vous souhaitez réagir? Pourquoi ne pas généraliser? Non, bien sûr, il y a beaucoup de familles monoparentales, notamment dans les grandes villes. C'est le cas à Paris, c'est le cas dans l'arrondissement où je suis élu. Dans certains quartiers, c'est presque pas tout à fait une majorité, mais c'est une part très importante des familles, dans certains quartiers du 20e arrondissement. Je crois qu'il faut aider effectivement les femmes qui élèvent seules des enfants, ou les hommes aussi d'ailleurs. De fait, c'est une majorité de femmes. Mais Noël Régnier, vous dites qu'il y a une manière très concrète de le faire, c'est de généraliser une charte de monoparentalité. L'idée d'une charte est une bonne idée, même s'il faut aussi s'appuyer quand même sur les entreprises, sur les collectivités, mais je pense qu'effectivement l'État peut avoir un rôle de labellisation, d'encouragement ou dans les conventions collectives d'une telle charte. Ça se regarde de façon très précise, c'est une bonne idée. Moi, je suis assez aussi pour qu'on puisse développer dans les municipalités des chèques, par exemple, pour aider à la garde d'enfants quand on cherche un emploi ou dans des transitions entre emplois. Je vois que votre demande n'est pas d'ailleurs essentiellement monétaire ou pécuniaire, etc. Mais il y a quand même cette dimension-là aussi qu'il faut prendre en compte. Et donc, je pense qu'il y a un moment où il faut pouvoir... serait valable aussi pour les papas solos. Bien sûr, les papas solos, non, mais c'est pour les familles monoparentales. Il faut à un moment pouvoir se poser, prendre du temps. C'est aussi d'ailleurs le sujet que nous allons avoir avec les aidants. Vous savez qu'il y a un grand texte sur les aidants familiaux, qui est un des autres grands sujets de la famille en France aujourd'hui. C'est le vieillissement. Et donc, comment on aide les aidants? Et donc, il y a cette proposition qui va arriver dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale de pouvoir avoir un droit au repos et puis un congé rémunéré. Et pour les familles monoparentales, en effet, proposer par exemple, des chèques destinés à pouvoir faire garder son enfant pour une activité. Ça, c'est une idée. Nous allons le proposer à Paris, notamment dans le cadre de la campagne municipale. Mais pas au niveau gouvernemental, non, parce que ça appartient aussi. Parce qu'elles étaient sur les ronds-points. C'est aussi au collectif. Les mamans solo, elles étaient très nombreuses. Mais au niveau gouvernemental, il y a eu cette réponse, vous savez, de s'approcher du modèle québécois où, avec un texte de loi qui va arriver aussi, nous allons pouvoir accélérer et rendre quasiment automatique le versement des pensions pour les femmes, notamment quand les hommes ne les versent pas, parce que ça, c'était très présent. Et donc là, il y a une avancée très forte, là aussi, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc il faut prendre en compte la situation pour que les gens s'organisent aussi et via l'entreprise avec cette charte, et puis aussi que les collectivités locales, les départements, les mairies jouent leur rôle, parce qu'au Sénat, on est quand même décentralisateur et c'est quand même aussi important que tout le monde s'en occupe. Oui, c'est cette problématique des mamans solo, des papas solo qui, par rapport à l'emploi, parce que ça c'est un véritable sujet. Vous l'avez, vous, cette charte de monoparentalité? Non, d'ailleurs, je vais vous dire, je la connaissais pas. Je vais être très honnête. Oui, mais et vous êtes tenté? Non plus. Je vais être très honnête.
grâce à vous, je ressors de ce plateau et je vais avoir appris et je vais la regarder. Parce que je trouve que c'est une bonne initiative. Si vous dites qu'il y a une vingtaine d'entreprises qui ont déjà, il faut la faire connaître. Donc c'est bien. Noël Régnier peut vous la donner. Elle voilà, donc je suis preneur. Une copie. De savoir quelles entreprises. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir s'il y a une évaluation. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que réellement les entreprises jouent le jeu? Si elles jouent pas le jeu, parce que on demande tout aux législateurs. Julien Bargeton on a à chaque fois de refaire une loi. Mais peut-être que le dispositif, il peut être porté par plus d'entreprises, et donc il faut le faire connaître. Pourquoi que des grandes entreprises? Est-ce qu'il y a des bonnes mesures dans cette charte? Voilà, moi je la connais pas, donc je ressors avec une idée. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Après, oui, effectivement, il faut aussi que les collectivités, elles s'accompagnent. Et on le voit, nous, dans des quartiers, par exemple, politique de la ville, ou politique de la ville, il y a un tiers, notamment des jeunes qui n'ont pas d'emploi, et puis on a aussi des familles monoparentales, quel que soit celui qui... Et on met en place, nous, localement, un certain nombre d'actions. C'est peut-être plus au niveau local que ça peut se passer. Si j'entends ce que vous me dites ce soir, c'est que c'est plus compliqué. Oui, mais il faut une démarche. Non, mais il y a une démarche nationale quand même, parce que si vous voulez qu'il y ait des entreprises sur tout le territoire qui s'engagent dans cette dynamique-là, il faut le faire savoir au niveau national. Il y aura une politique de labellisation, de conventionnement, etc. J'avais promis à Dan Semar de me donner la parole aussi un petit peu, puisque c'est peut-être un sujet qui peut vous intéresser aussi, cette charte de la monoparentalité. Oui, tout à fait, ça m'intéresse. C'est une idée qui vous parle? Oui, c'est une idée qui me parle, mais moi je voulais quand même revenir sur la PMA. Alors rapidement, il nous reste 22 minutes, monsieur Semar. Voilà, rapidement sur la PMA, parce qu'en fait, la PMA sans père, c'est un peu créer l'idée qu'un père est effaçable. Il y a beaucoup de familles où il n'y a pas de père. Non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Mais effectivement, il y a aussi des familles où il n'y a pas de mère. Oui. Et on a le sentiment, en fait, que vous légiférez uniquement que dans un sens. C'est ce que je vous dis. Là, vous avez parlé des pensions alimentaires. Vous parlez encore de la PMA sans père. À quand un petit... Moi, j'appelle pas ça la PMA sans père. Je trouve que cette étiquette est très idéologique, mais la PMA, c'est une question d'égalité. C'était un engagement du président de la République. Nous allons le faire. C'est une question d'égalité. Le message d'Adam Semar, c'est de dire en gros, vous ne pensez qu'au mère. Mais moi, j'entends et j'écoute ces préoccupations. Et encore une fois, moi, je suis prêt à regarder ce qu'on peut faire. Moi, vraiment, mon mantra là-dedans, c'est l'égalité et le pragmatisme en fonction des situations. Donc l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a un besoin d'amour. Donc s'il y a des pères qui sont dans des situations de détresse, qui ont des besoins, et ce que la loi peut encore améliorer, moi je suis très ouvert, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas opposer un modèle de famille à un autre. Voilà, si vous me permettez 30 secondes, si vous me permettez, monsieur le sénateur, c'est juste que cette PMA sans père, sous couvert d'égalité entre les femmes, prive aussi... accentue les inégalités entre les femmes et les hommes. Puisque... Je ne suis pas d'accord, mais écoutez, vous dites PMA, OK, et vous dites GPA, non. Donc, pour une égalité, si vous voulez, une égalité, vous savez que sur le plan constitutionnel, l'égalité entre les hommes et les femmes est garantie. Donc, on va se heurter à un problème qui est constitutionnel si vous légiférez uniquement en faveur de la PMA. Donc pour vous, c'est le symptôme qu'on favorise là encore les mères. Mais on va encore accentuer les inégalités. Et on n'a pas le temps d'en débattre. Merci en tout cas d'avoir participé. Un débat peut-être sur la PMA. Le texte va arriver au Sénat en janvier, on aura l'occasion. Et ce que dit monsieur, c'est finalement le besoin de fraternité par rapport à des pères qui parlent d'égalité. Mais la fraternité, c'est aussi d'aider des pères qui se retrouvent dans des situations très compliquées. Il y a des pères en détresse dans ce pays, absolument. Merci en tout cas à tous les 5 d'avoir participé à ce dialogue citoyen. On enchaîne avec notre troisième partie. On accueillera nos 5 prochains invités qui, eux, écoutez bien, seront des enfants issus de ces nouveaux modèles familiaux. Et oui, et les enfants dans tout cela, eh bien, on va les entendre dans notre troisième partie. Mais d'abord, petit détour par la régie, où on va retrouver Jean Massier. Jean, comme tout à l'heure, on va vous faire un petit point avec vous sur les réactions en ligne au plateau qui vient de se dérouler. Et oui, absolument, Rebecca. Et d'ailleurs, peut-être qu'il précède le plateau suivant, puisque quand j'ai posé la question de savoir combien de personnes avaient grandi dans une famille monoparentale, ils ont été nombreux à répondre moi, j'ai grandi seul avec mon père, seul avec ma mère, etc. C'est évidemment un sujet très, très touchant, très personnel. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, dans le chat d'Acropolis, ont témoigné de leur propre réalité en disant que c'était propre à ce qu'ils avaient vécu. Igor, qui parle des familles monoparentales, en disant que oui, ça existe, mais c'est pas pour autant qu'il y a pas parfois des blessures psychologiques qui existent, et c'est pas forcément lié au fait que ce soit des famille monoparentale. Dark Bichon qui dit c'est bien qu'on parle des pères seuls, parce que c'est vrai qu'on en parle moins souvent que des mères seules, même si c'est vrai qu'ils sont moins nombreux. D'ailleurs, à propos de pères seuls, il y a Agathe qui est plutôt d'accord avec Adam qui était sur le plateau pour dire que finalement il y a assez peu de pères qui demandent la garde des enfants, donc pourquoi priver ceux qui le font d'avoir la garde. Il y a Sunchilds qui a dit que le plus important, c'est pas le genre
d'un parent, c'est pas que ce soit un homme ou une femme, c'est la stabilité des parents, quel que soit leur genre. Et ça, c'était un témoignage qui a été plutôt apprécié. La question des beaux-parents, le statut des beaux-parents, ça, c'était quelque chose d'assez compliqué. La question des marâtres, notamment, le mot n'a pas été très bien compris d'ailleurs. La question de la reconnaissance légale de son statut, c'est vraiment un sujet compliqué. Ça dépend vraiment beaucoup des réalités. Sorbiou, par exemple, qui dit « Je suis bien contente que mes parents n'aient pas de droit sur moi, que mes beaux-parents n'aient pas eu de droit sur moi, même si dans certains cas, c'est vrai que c'est pratique. Par exemple, le cas de l'hôpital cité par Marilus sur le plateau. Enfin, il y a Agathe qui a soulevé des questions en disant, mais par exemple, si on donnait un statut aux beaux-parents, qui est-ce qui déciderait qui est beaux-parents? Est-ce que c'est les beaux-parents eux-mêmes? Est-ce que c'est les parents qui décideraient de nommer leurs beaux-parents? Est-ce que c'est les enfants? C'est vrai que c'est complexe et que ça dépend beaucoup des situations. Et enfin, sur la question des horaires, oui, là, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut absolument adapter les horaires des entreprises, des institutions et d'absolument tout le monde en réalité, à la réalité aujourd'hui des familles, qu'elles soient recomposées, décomposées, monoparentales. Aujourd'hui, les horaires sont beaucoup trop stricts et oui, il faut absolument mettre tout le monde à la page, y compris d'ailleurs les collectivités avec les heures d'ouverture des services publics. Merci beaucoup Jean, on vous retrouvera en toute fin d'émission pour faire un nouveau bilan sur ces réactions. Je vous le disais, et les enfants dans tout cela, eh bien on va les entendre. Ils sont sur ce plateau avec nous. Camille Chapin de Rennes, bienvenue. Bonjour. Vos parents vous ont dit dès l'âge de 7 ans que vous étiez issu d'un don de sperme. On ne vous l'a pas caché, mais ça ne vous a pas empêché, loin de là, de vous interroger. Le secret autour de l'identité de votre géniteur vous a même tourmenté et du coup vous avez fait des recherches, on verra cela dans un instant. Basile Corrales, bienvenue à vous. Vous avez vécu dans ce qu'on appelle, et on l'a vu dans cette émission, une famille recomposée, avec toutes les joies et toutes les galères que cela peut supposer. Vous l'avez plutôt bien vécu. Vous dites aujourd'hui que vous avez 4 parents, et c'est tant mieux. Ça va être intéressant d'écouter votre témoignage. Guillaume Ramon, bienvenue à vous également. Vous êtes né d'une fécondation in vitro que vous associez à une PMA, votre sœur aussi, et vous trouvez d'ailleurs qu'on a caricaturé le débat sur la PMA et on vous entendra dans un instant. Face à vous, Stéphane Troussel, bienvenue. Vous êtes président PS du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Et Marie-Blanche Pietri, bienvenue à vous également. Vous êtes conseillère départementale LR de Seine-Saint-Denis. Vous êtes par ailleurs médecin dans un centre de PMI à Bobigny, protection maternelle et infantile. Et vous êtes membre du mouvement Sens Commun, un mouvement issu de la Manif pour tous. Avant de lancer le dialogue, penchons-nous en images sur votre histoire, Camille. Vous êtes donc issue d'un don de sperme. Vous avez eu un besoin irrépressible de retrouver votre géniteur. Samia Dechir vous a suivi. Coucou. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, très bien, je te remercie. Tu veux papa? Ouais. Coucou. Ça va? Attends. Je suis une adulte née par IAD, donc insémination avec donneur. Je l'ai su à partir de 7 ans. C'est un sujet que j'ai mis un petit peu de côté jusqu'à ce que je sois plus adulte et j'ai décidé de faire un test ADN. Ce test ADN m'a révélé que j'avais une cousine génétique qui n'était absolument pas du côté de ma mère et qui était donc du côté du donneur. On a échangé des photos et là ça nous a vraiment heurté toutes les deux, le fait qu'on se ressemble vraiment énormément. Ça a été un chamboulement énorme et en même temps, ça m'a juste permis de fermer des questions en fait, de savoir d'où je venais, de combler ce vide qui avait été laissé, c'est-à-dire que je considère que je suis le fruit de 3 personnes, de mon père et de ma mère qui m'ont voulu et de ce donneur qui m'a permis. Mais en aucun cas, c'est mon père. Mon papa, c'est celui qui m'a voulu, qui m'a eu, qui m'a bercé, voilà, qui m'a élevé en fait, donc ça ne change absolument rien. Voilà, Camille Chapin de Rennes qu'on vous découvre dans ce reportage de Samia Dechir. On va donc commencer avec votre histoire. La loi bioéthique qui arrive en janvier au Sénat va autoriser la levée de l'anonymat des donneurs de sperme. Est-ce que vous vous dites enfin, bravo, merci ? Ah oui, bah, tout à fait. Pour nous, c'est effectivement, enfin, on vient réparer une inégalité qui était en place depuis si longtemps, notamment qu'on avait raté en 94 lors des différentes, et puis ensuite lors des différentes lois de bioéthique. Ensuite, effectivement, pour les futurs enfants nés du don, c'est réellement une bonne nouvelle. Pour tous les enfants et les 100 000 enfants et adultes dont je fais partie qui sont déjà nés du don, malheureusement, il n'y a pas eu de solution de trouver. On n'a pas souhaité recontacter les donneurs, donc ça c'est quelque chose qui pour nous est quand même... Parce que pour vous ça a été difficile de vous construire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le fait de ne pas connaître la personne qui avait fait ce don de sperme, ça a été compliqué pour vous dans votre construction d'adulte? En fait, il faut juste comprendre que
Je vais donner un exemple qui est très simple, c'est-à-dire que on est le fruit, selon moi, donc des personnes qui nous ont élevés, qui nous ont voulu, mais surtout on est un puzzle. Mettons qu'on est un puzzle de 100 pièces. Oui. Dans mon cas, j'en connais 99, c'est-à-dire que c'est mon père et ma mère qui m'ont voulu, qui m'ont aimé, qui m'ont élevé, qui m'ont donné leurs valeurs, etc. Mais il y a néanmoins une petite pièce sur laquelle je peux absolument pas faire abstraction, en fait, qui est ma réalité génétique, qui est de dire, bah voilà, qui est cette personne qui a donné 50% de mon patrimoine. Et voilà, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça ? Quel était son but ? Ça a engendré quoi ? Du malaise, de la dépression ? Ça a été profondément compliqué pour vous ? Alors, pour chacun, c'est différent. Ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est hyper personnel. Pour moi, oui, ça a été un inconfort, puisque je l'ai toujours su, j'ai grandi avec ça. À certains moments de ma vie, j'ai pas eu de problème à vivre avec. À certains moments, c'était plus difficile. Mais néanmoins, vos parents vous l'ont dit à 7 ans, c'est ça ? C'était le bon âge pour vous ? Vous regrettez qu'ils vous l'aient dit ? Ah mais non, mais absolument pas. Justement, c'est ne pas vivre dans le secret, c'est le point qui est nécessaire. Ouais. C'est tellement délétère, tellement mauvais d'avoir quelque chose un petit peu qui suinte, qui est larvé. C'est pas possible en fait. Il faut absolument cette levée du secret le plus tôt possible ou dès que les parents s'en sentent aussi la capacité. Pour ça, il faut aussi un accompagnement, bien entendu. Alors peut-être qu'on va commencer à faire réagir nos élus ici sur ce plateau. Stéphane Troussel. Moi, je ne suis pas parlementaire, mais en tout cas, si j'étais parlementaire, je voterais cette disposition, je voterais cette loi parce que je pense qu'effectivement, et vous venez de le décrire avec vous, bien évidemment, que vos deux parents qui vous ont voulu, qui ont souhaité, qui vous ont accompagné, qui vous ont fait grandir, ils sont à l'origine de ce que vous êtes aujourd'hui. Mais il manque cette petite pièce pour parfaire finalement cette connaissance. Il y a quand même une question qui se pose, la levée de l'anonymat du donneur de sperme. Il y a une étude qui a été faite par l'université Paul Sabatier. Plus de 9 donneurs sur 10 sont contre la levée de cet anonymat et la moitié ne donnerait plus si cet anonymat est levé. Est-ce que c'est une question ? J'entends, c'est une question et j'entends cet argument et je pense que ça participera aussi des débats parlementaires. Mais visiblement, un certain nombre de pays qui ont levé l'anonymat, c'est le cas, je crois, au Royaume-Uni, c'est, je crois, le cas en Finlande et dans d'autres pays. Ça n'a pas conduit, par exemple, à une diminution des dons. Et donc, je crois qu'il faut se baser aussi sur cette expérience des autres pays pour remarquer que ça n'a pas fait diminuer les dons, mais je pense qu'effectivement ça a aidé un certain nombre de garçons et de filles à se construire et à parfaire leur construction. Vous voulez réagir peut-être avant de donner la parole à Marie-Blanche Pietri ? Oui, je me permets juste, j'ajouterai une chose, c'est qu'il y a effectivement un changement dans le profil du donneur. Les donneurs d'alors ne sont pas les donneurs de maintenant. On a au sein de l'association dont je fais partie, PM Anonyme, également des donneurs qui donc prennent la parole, où eux, en fait, ça a été aussi un cheminement au fil de la vie. Ils avaient donné peut-être dans les années 90, 80. Ils n'avaient pas forcément pensé à tout ça. Ils n'avaient pas pensé à tout ça, en fait. Et c'est ensuite, quand le débat est arrivé, ils se sont dit, bah enfin, si, voyons, c'est nécessaire pour ces enfants. Et on a vraiment maintenant un changement des nouveaux donneurs qui, eux, sont au courant de toute l'importance qu'a cette recherche du donneur. Marie-Blanche Pietri, que vous inspire l'histoire on voit bien l'intérêt de l'enfant qui doit primer. Vous l'avez dit, Camille, vous avez recherché, même si vous étiez dans un foyer où il y avait l'amour, où il y avait l'éducation, on veut toujours savoir d'où l'on vient. C'est comme ça qu'on se construit. Un arbre ne donne de bons fruits que s'il a de bonnes racines. Et donc les racines, elles sont aussi biologiques. Et vous avez bien sûr, lorsqu'on est à un âge de raison, et puis ensuite, quand on veut soi-même donner la vie, on a besoin de savoir d'où l'on vient. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et bien sûr, je suis pour cette... Vous êtes pour quoi ? Pour reconnaître, pour connaître les donneurs. La levée de l'anonymat des donneurs de sperme. Il y a quelque chose d'intéressant aussi dans l'histoire de Camille Chapin de Rennes, c'est que vous avez fait des tests ADN. Oui. Tout à fait. Vous êtes allé sur Internet pour cela ? Parce que c'est illégal en France, c'est ça ? Alors oui, c'est illégal, mais on est un petit peu dans un gris juridique, mettons, puisqu'effectivement c'est illégal d'un point de vue législatif. Cela dit, la sanction n'est
n'a jamais été appliqué réellement. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous allez sur Internet? On va sur Internet, on se connecte à... Il y a plusieurs sites, il y a 3 ou 4 sites à peu près qui proposent ça. On commande un test ADN, donc, qui nous permet en fait d'avoir accès à 2 choses. D'avoir accès dans un premier temps à ses origines géographiques, donc c'est-à-dire où mon ADN a des marqueurs. Est-ce que je suis plutôt d'origine italienne, hispanique, anglaise, française, etc. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, ce sont les correspondances ADN également. Dans le monde. Voilà, en fait, toutes les personnes qui sont sur cette base ADN, donc qui ont également fait un test, qui sont sur cette base, effectivement, je peux savoir avec qui je match, j'ai une correspondance. Voilà. Est-ce que ça suppose quand même peut-être qu'en France, on finisse par légaliser ces tests ADN, Marie-Blanche Pietri? Alors, puisque ça se fait, puisqu'ils le font. Oui, non ça a des limites. Lesquelles ensuite, on peut aller jusqu'à des tests eugéniques. L'ADN fait que si on connaît tout On ne connaît pas tout. Là, on connaît juste des correspondances... comment dire, avec d'autres personnes. Non, mais en l'occurrence, ce débat, peut-être qu'il faudra l'ouvrir. Mais si Camille a eu recours au test ADN, c'est justement parce qu'il n'y avait pas la possibilité de lever l'anonymat du donneur. Et donc je pense que le fait que justement la loi permette désormais que cet anonymat soit levé clarifiera finalement ce besoin qui sera moindre. Alors la loi le permettra dans 20 ans en fait, pour les enfants qui seront nés, qui auront, avec le temps d'application de la loi, c'est dans 20 ans que... voilà. Donc en fait, on a quand même un gap là de 20 ans, vide juridique, avec la commission qui a été prévue par le texte de loi à l'Assemblée. Néanmoins, cette commission, en fait, on lui donne 0 pouvoir pendant ce temps. Et pendant ce temps, on multiplie les tests ADN, donc les découvertes fortuites, alors que nous, on demande aussi, les enfants nés du don, on demande juste à ce que soient recontactés nos donneurs, ceux qui ont déjà donné, et savoir si oui ou non ils sont d'accord. Et auquel cas, voilà. Alors, Basile Corrales, vous pourrez intervenir quand vous le souhaitez, évidemment, durant l'émission, mais on va aussi parler des histoires des 2 autres citoyens qui sont sur ce plateau, à commencer par Basile Corrales, qui a évolué donc dans une famille recomposée. Vous avez connu belle-mère, beau-père, ça s'est relativement bien passé pour vous, mais vous trouvez que ce statut de beau-parent n'est pas assez reconnu, c'est ça? C'est ça. En fait, mes parents ont divorcé quand j'avais l'âge de 1 an, donc j'ai toujours vécu avec... papa d'un côté et maman de l'autre. Ouais. Ma mère s'est remariée 8 ans après. Et vous dites aujourd'hui, j'ai 4 parents finalement. C'est ça, parce que ma belle-mère et mon beau-père m'accompagnent, on va dire comme si c'était mes parents. Là, ils ne remplacent pas mon papa et ma maman, mais ils m'aident à beaucoup d'autres choses. Et je reprends la métaphore de Marie-Blanche Pietri, de l'arbre fruitier. Voilà, c'est de nouvelles branches qui m'aident à me construire moi. Et quelles ont été les problématiques qui vous ont gêné durant votre parcours? Une belle-mère qui peut-être ne peut pas rentrer dans l'école, on en parlait dans le plateau précédent, qui ne peut pas signer les mots. Vous avez connu cela, vous aussi? Voilà, c'est ça. Par exemple, j'ai dû accéder en première, dans la classe de première. C'est ma belle-mère qui est venue me représenter parce que mes parents ne pouvaient pas. Et ça a étonné le proviseur de l'époque, que ce soit elle qui le fasse. Et c'était pareil à l'époque pour mon beau-père qui ne pouvait pas vraiment signer les mots dans le carnet, m'emmener chez le médecin. Ça pouvait arriver que ça étonne. Stéphane Troussel, on l'a vu dans le plateau précédent, effectivement, c'est un phénomène, ces familles recomposées. Maintenant, c'est de plus en plus fréquent. Il y a beaucoup de visages, effectivement. J'ai moi-même des parents qui ont divorcé quand j'étais très jeune, donc je vois bien ce dont tu parles, dont vous parlez, pardon. Ouais. Est-ce que nos lois sont encore adaptées pour accompagner je crois ces familles? C'est justement ce que j'allais dire, c'est que bien souvent, finalement, la loi, comme souvent, en particulier dans notre pays, elle a tendance à prendre du temps avant d'acter une situation de fait dans la société. Parce que finalement, la société, elle a souvent un temps d'avance et elle a trouvé les moyens en elle-même d'apporter des solutions. Parfois, à l'école, ça pose plus ou moins de problèmes en fonction de telle ou telle équipe pédagogique, telle ou telle direction scolaire. Et donc, je pense que justement, pour éviter qu'il y ait des différences d'appréciation de l'ensemble de ces questions, oui, le législateur devrait formaliser. Tout à l'heure, dans le plateau précédent, il y avait un débat sur le statut du beau-père ou de la belle-mère. Vraisemblablement, pour éviter que les enfants soient confrontés à ce type de situation, il faut que la loi prenne acte et prenne des dispositions pour justement formaliser un statut de beau-parent.
Globalement, le bilan que vous tirez, vous, Basile Corrales, de cette vie en famille recomposée, il est très positif. Vous dites pourquoi pas, moi aussi je le ferai, ou non, vous avez été quand même gêné, traumatisé? Non, pas du tout. J'ai pas du tout été gêné. Après, je sais pas ce que je dirais à mes enfants parce que forcément, on a 8 grands-parents et 4 parents. C'est bien compliqué. Donc, ça va être difficile d'aller chez les uns, chez les autres. Mais voilà, en tout cas, je sais pas comment ça se passera. Mais moi, j'ai vraiment, on va dire, vécu dans le bonheur d'avoir 4 parents, entre guillemets. Et voilà, il y a quelques soucis. Et je rebondis sur, par exemple, le proviseur. Ou la direction scolaire, ça pouvait arriver qu'avec ce genre d'incident, entre guillemets, mes beaux-parents se reculent un peu parce qu'ils se disent « Ah, c'est peut-être pas ma place ». Alors que voilà, parfois c'est aussi important. Et évidemment, chaque enfant a une relation différente avec un beau-père et une belle-mère. En tout cas, moi, elles sont au beau fixe. Mais regardez comment s'est développée la garde alternée, ce qui n'était au moment des prononciations des divorces, il y a 20 ou 30 ans, vraisemblablement pas l'option qui était préconisée ou choisie pour les enfants. Donc le développement de la garde alternée oblige de toute façon à clarifier, par exemple, et à avoir un statut du beau-parent. Marie-Blanche Pietri, on le voit dans l'exemple de Basile Corrales, finalement, il y a plein de modèles familiaux qui marchent maintenant. Oui, mais vous l'avez bien dit, hein, j'ai un papa et j'ai une maman. Et puis, mon cercle s'est agrandi et mon cadre éducatif s'est agrandi, mais dans une stabilité, en sachant qui est mon père, qui est ma mère. C'est ça, exactement. Hein, voilà. Et c'est ça qui est important pour se construire. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'on vient d'un homme et d'une femme. Un enfant naît dans l'altérité sexuelle. Ça, c'est important. Hein, c'est comme ça qu'on se construit, en sachant qu'on vient... C'est la nature, hein, c'est comme ça. Bien sûr, après... autour de l'enfant. Ça veut dire que donc on rejette les autres modèles sans père, sans mère? Du tout. Mais c'est important de savoir d'où l'on vient et comment on a été constitué, comment on est né, tout simplement. Et puis ensuite, le cadre éducatif peut se construire de différentes façons. Ça, c'est tout à fait, on le voit à travers ces jeunes. Donc on a un père et une mère bien identifiés, en tout cas. Mais voilà. Guillaume Ramon, alors justement, vous allez être un sujet, une histoire intéressante, peut-être pour Marie-Blanche Pietri. Vous êtes née d'une fécondation in vitro. Vous avez une jolie formule, vous dites « Je ne suis pas une erreur de la nature, mais une réussite de la médecine ». Pourquoi êtes-vous obligé de dire cela? Certains vous disent que vous êtes une erreur de la nature? Je me suis jamais vraiment identifié comme une erreur de la nature, en fait, jusqu'au jour où la Manif pour tous a commencé à se développer et que ces discours ont commencé à se développer. Et étant né d'une PMA, d'un couple hétérosexuel, j'avais jamais été confronté à ça, en fait, jusqu'à ce moment-là. Et au jour où la Manif pour tous commence à développer son discours, finalement, je me dis, mais il y a quelque chose qui doit clocher chez moi, d'où vient le problème? Et je me rends compte, finalement, petit à petit, que le discours qui est porté par la Manif pour tous, c'est un discours qui vise pas les personnes hétérosexuelles, de manière générale. Et en fait, moi, ça m'a renvoyé, si vous voulez, à ma condition. Je suis homosexuel, donc en fait, ça me renvoie très rapidement à ma condition d'homme homosexuel qui se dit, en fait, on va avoir un discours qui est différent vis-à-vis de moi parce que ma sexualité n'est pas la norme de la société. Alors là, ça nous ramène aux années de la Manif pour tous, mais là, nous parlons peut-être de la façon dont vous êtes né, fécondation in vitro, et vous dites, c'est une PMA. Et le combat des anti-PMA, en fait, est un combat homophobe. C'est ça que vous nous dites? Pour moi, oui, parce que le moment... Moi, je l'ai plus vécu à cette époque-là, si vous voulez, sur l'époque de la Manif pour tous. Les débuts de la PMA dans les années 80-90, c'est quelque chose que j'ai beaucoup moins vu, finalement. Déjà parce que j'étais pas né, je suis né en 97, donc forcément, c'est un débat que j'ai beaucoup moins vu. Mais le débat que j'ai vu aujourd'hui se porte toujours sur la présence du père, se porte toujours sur le fait que les femmes pourraient pas avoir... en fait, un couple de femmes pourrait pas être deux bons parents. Je considère qu'on n'a pas besoin d'un papa, d'une maman, mais qu'on a besoin de deux personnes qui nous donnent de l'amour, ou peut-être même d'une seule personne. Il y a aussi des femmes seules qui font des enfants. Pas parents, pas de lien du sang forcément? Il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait de lien du sang, il y a besoin qu'il y ait un lien affectueux, un lien de protection, comme c'était dit un peu plus tôt dans l'émission. Il y a un besoin, en fait, d'amour, d'une construction sociale. On n'a pas réellement besoin d'avoir... alors,
les psychologues ne seront pas d'accord avec moi, mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir des parents derrière soi pour avoir une vie des plus correctes. Moi, je sais que mes parents ont divorcé quand j'avais 7 ans. C'est pas quelque chose qui m'a traumatisé. Vous avez pu vous construire sans... Voilà, j'ai tout à fait pu me construire. Ma mère m'a élevé pendant quelques années toute seule. Elle s'est remariée plus tard. Donc ça rejoint aussi le cas de Basile. Donc vive la flexibilité. C'est ça. En fait, il n'y a pas un seul modèle. Il n'y a pas un seul modèle de famille. C'est pas ça qui permet à l'enfant de se construire. Il y a aussi tout ce qui est tous les autres. Pietri, c'est intéressant quand même. C'est le témoignage d'un enfant qui a grandi, qui a un peu de recul. Je le disais, vous êtes aussi médecin dans un centre PMI. Est-ce que ça ressemble à ce que vous entendez, à ce que vous voyez? Alors, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. On a encore un peu de temps. Alors, il y a FIV et PMA. PMA, faut bien s'entendre sur le sens des mots. PMA, c'est procréation médicalement assistée. C'est-à-dire que ça répare quelque chose et ça se fait dans un couple, comme vous avez dit, hétérosexuel, avec un papa et une maman. Donc, le cadre est posé. Et vous avez un papa, une maman, la nature est là. Allez-y, dis-moi. Là où je ne rejoins pas tout à fait, on peut aujourd'hui parler par exemple des PMA dites artisanales, dont on parle beaucoup moins d'ailleurs dans le débat public, qui serait par exemple une femme qui veut faire un enfant seule. On sait qu'aujourd'hui légalement il est interdit de toucher à des spermatozoïdes pour en faire une insémination hors du cadre médical. Mais il y a un homme derrière. Il y a un homme derrière, obligatoirement. En fait, je vais dire les choses différemment. C'est un donneur. Ce n'est pas un homme. Il a décidé de se déposséder de ses spermatozoïdes et de les donner à quelqu'un pour combler quelque chose. Voilà, il y a quelqu'un qui veut avoir un enfant, qui a un besoin affectif, qui veut partager une vie, une famille, et qui n'a pas besoin d'un homme pour pouvoir se développer, et en fait qui veut tout simplement un donneur. Donc il n'y a pas comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas ce besoin spécialement. On n'est pas dans le discours de un papa, une maman. En fait, c'est-à-dire qu'on arrive à quelque chose. Si on pousse un peu dans les limites, c'est qu'à ce moment-là, on devient dans là où est l'intérêt de l'enfant, parce que c'est ça qu'il faut rechercher, l'intérêt de l'enfant. Là, vous êtes dans l'intérêt. Voilà, là, vous êtes dans l'intérêt. Ce que vous êtes en train de décrire, c'est une dame qui veut un enfant, et là, c'est l'objet du désir là. L'enfant. Ce qu'il faut voir, c'est comment se construit l'enfant. Mais c'est exactement la même situation quand on autorisait jusqu'à présent la PMA uniquement dans les couples hétérosexuels. C'est bien le désir d'enfant de ce couple hétérosexuel dont la nature avait jusqu'à présent empêché qu'il puisse faire naturellement un enfant, qui a conduit le législateur à l'autoriser. On répare quelque chose. Non. Dans la loi, là, ce qui me contrarie, c'est qu'on ne répare pas. On fait un geste technique pour quelqu'un qui normalement n'a pas. C'était jusqu'à présent la possibilité. C'était un geste technique d'autoriser dans un couple la PMA pour des couples hétérosexuels, soit parce que l'un était infertile, c'est pas technique, c'est contre nature peut-être. C'est ça le Non, pas contre nature. Alors c'est technique, ça répare pas. Ça apporte un désir à une personne. Attendez, Camille Chapin de Rennes, attends, et puis après... J'ai juste une petite chose. En fait, je vais dire les choses très crûment, mais on n'est absolument pas venu réparer la stérilité de mon papa. De par ce don. Il n'y a pas eu de réparation. Il est toujours... dans ce même état. Il est pas venu, on lui a pas donné un médicament pour tout à coup lui permettre d'avoir des enfants. Donc on est exactement dans le même cas en fait. On n'est pas sur la réparation, que je sois née de deux mères ou de deux pères. Peu importe dans tous les cas la façon dont vous avez un enfant, ça répond à un désir d'avoir un enfant. Si vous ne désirez pas un enfant, vous n'avez pas d'enfant. C'est aussi simple que ça. Moi aujourd'hui, je ne désire pas avoir d'enfant. Je ne vais pas entreprendre des démarches, qu'elles soient hétérosexuelles, normées, peu importe ce que vous voulez. Je ne vais pas entreprendre des démarches pour avoir un enfant. Si vous voulez un enfant, vous allez mettre tous les moyens possibles pour en avoir un. Et il y a des moyens aujourd'hui, comme la PMA, comme la GPA, qui permettent de répondre à ça. Il y a également l'adoption, voilà, mais c'est des processus qui sont très longs, on le sait, qui permettent d'avoir un enfant, qui permettent de construire une famille, qui permettent de donner de l'amour. Vous êtes pour la GPA Je suis pour la GPA, tout à fait. Et vous êtes pour un système encadré à l'américaine, comme on en parlait lors du premier plateau ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème vis-à-vis de la GPA, c'est que la vision de la GPA est extrêmement fantasmée, si vous voulez, où on voit que le modèle, comme elle l'évoquait en début d'émission,
la GPA dans les pays de l'Est. Or, il existe des systèmes où ça marche. C'est ça, où en fait tout est vraiment très encadré, où c'est pas une marchandisation, mais en fait c'est les frais qui vont être mis en place, ça va être des frais pour tout ce qui est l'aspect légal, qui coûte extrêmement d'argent, mais aussi le fait en fait, d'entretenir un train de vie qui permette à la mère porteuse de vivre correctement et d'avoir un enfant après qui puisse être en bonne santé, qui soit surveillé, là, tout simplement. Mais s'agissant du débat précédent, parce que la PMA, du point de vue du législateur ou du responsable public, du responsable politique, moi là, je considère que la seule question que nous avons à nous poser, c'est la question d'égalité. À partir du moment où les couples hétérosexuels étaient autorisés à concevoir un enfant par la PMA, je ne vois pas au nom de quoi aujourd'hui le législateur pourrait refuser la PMA aux femmes seules ou aux couples de femmes. Parce que de toute façon, le phénomène existera. On l'a vu, tous les exemples des familles qui... et on a un peu de recul, ils ont tous la vingtaine. Et j'aime bien cette formule de Lacordaire qui dit entre le fort et le faible, c'est la loi qui opprime, c'est la loi qui affranchit, c'est la liberté qui opprime. Et donc il nous faut, nous, du point de vue du législateur, encore une fois, assurer l'égalité entre les citoyens. Mais c'est pas parce que des situations existent qu'il faut obligatoirement qu'elles soient constitutionnalisées. Parce que là, on est en train de construire un mensonge d'État. Hein. Un enfant ne naît pas d'une femme et d'une femme. Un enfant naît d'une femme et d'un homme. Est-ce qu'un enfant naissait jusqu'à présent d'un homme et d'une femme dont l'un des deux était infertile ? C'est un mensonge également. Ma naissance est un mensonge. Moi, j'ai eu la chance de ne pas vivre dans le secret. Comme beaucoup de personnes nées d'une PMA dans un couple hétérosexuel, on considère qu'il y en aurait à la louche entre 80 et 90% qui ne seraient pas au courant de leur mode de conception. Donc c'est quand même assez énorme. Donc je peux dire aussi que je suis née dans un mensonge constitutionnel, puisque la Constitution jusque-là et la loi a protégé les parents qui souhaitaient. Mais là, je suis d'accord avec vous. Là, je suis d'accord avec vous. C'est la même chose. Le secret, non, un secret. Il y a un très beau film là-dessus avec Patrick Bruel et Cécile de France. Un secret, le secret de famille. Obligatoirement, à un certain moment, il va faire des dégâts si on le garde. Voilà, si on le garde trop longtemps. Ramon Roulier. Mais voilà, sur. C'est un mensonge également. Il nous reste 30 secondes. Guillaume Ramon. De manière générale, parler de mensonge constitutionnel quand on dit ça, en fait, la loi, elle est là pour répondre à ce que la société met en place. Pas obligatoirement. Si, en fait. Non, parce que sinon. En tout cas, la loi doit s'adapter à la société. Protéger les individus. Et la loi est composée de ce que veut la société. Et c'est assez horrible de vous entendre dire des choses pareilles, parce que du coup, c'est vraiment se sentir contre nature et se sentir en dehors de la société. Quand on vous entend avoir des propos comme cela. Et en quels propos ? Attendez là, les propos sur le fait que nos désirs ne devraient pas être constitutionnalisés, qui ne sont pas ce que devrait être la société finalement. Mais non. Et on doit s'arrêter là, pardonnez-moi. Et vous continuerez probablement cette conversation hors antenne. Merci en tout cas à tous les 5 d'avoir participé à cette émission. Dialogue citoyen touche presque à sa fin avant de vous quitter. Comme promis, un dernier point avec vous, Jean Massier, les réactions en ligne. Et oui, beaucoup de réactions, alors notamment sur les deux parties de cette séquence. La première, sur l'anonymat, faut-il ou pas lever l'anonymat des donneurs de sperme ? Alors là, j'ai posé la question au chat, j'ai pas réussi à avoir de questions claires, c'était vraiment clivé, il y a eu d'excellents débats, très intéressants. Il y a Gnurfi, par exemple, qui témoigne en disant « Étant moi-même ancien donneur de sperme, j'aimerais garder mon anonymat ». Charles Maurice qui va dans le même sens en disant que celui qui donne des gamètes ne veut pas être père. Donc lui coller, selon lui, une paternité ou des enfants, en fait, c'est assez atroce pour lui. Mais en même temps, il y a Nafco qui a dit mais oui, mais il faut pouvoir retrouver son géniteur si on en a besoin. Il faut penser aux enfants aussi. Et Aurélien qui dit que le don de sperme ne devrait pas être anonyme. Si le donneur ne veut pas être retrouvé, alors il ne donne pas. Pour la deuxième partie de l'émission, la deuxième partie de la séquence sur un papa, une maman, là, assez globalement, tout le monde était assez d'accord avec les trois jeunes sur le plateau, notamment le témoignage de Guillaume qui a beaucoup touché les internautes. Sunchild qui a dit « Je suis tellement d'accord avec lui ». Et Charles Maurice qui a relevé en disant il a 20 ans, ça veut dire qu'il a connu la manif pour tous, il a subi la manif pour tous pendant toute son adolescence, le pauvre. Agathe, de son côté, qui a ironisé sur alors comme ça, le couple hétéro serait idéal, un papa et une maman. Oui, mais enfin, il y a quand même 100 femmes qui sont mortes sous les coups de leur mari ou de leur ex-conjoint depuis le début de l'année. Voilà un peu les réactions depuis le début de cette séquence. Merci beaucoup, Jean, pour toutes ces réactions, effectivement, et ça a réagi encore en plateau aux réactions que vous venez d'évoquer, mais ça se fera en dehors de ce plateau. Merci en tout cas à tous les 5
5 d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est donc la fin de Dialogue Citoyen. Je vous souhaite une excellente soirée sur Public Sénat.